Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette édition de votre journal de 22h, sommaire de l'actualité. Une cérémonie de don de livres octroyée par la société civile américaine Spirit of America dans le collège de Biokate a été inaugurée ce dimanche par le ministre de l'Éducation nationale. Et en Syrie, les bombardements du régime contre la province d'Idlib ont repris aujourd'hui, faisant au moins un mort. Et avant de développer ces nouvelles, ce communiqué qui nous parvient, je cite, le 22 février 2018, l'État djiboutien a mis fin de manière anticipée à la concession du terminal à conteneurs de Doralé, attribué en 2006 à la société Doralé Conteneurs Terminal, entreprise contrôlée de facto par l'action minoritaire à hauteur de 33,33% DP World. L'exécution de ce contrat de concession portait un préjudice grave aux intérêts fondamentaux de la République de Djibouti, aux impératifs de développement du pays et au contrôle de son infrastructure la plus stratégique. Et bien au regard de la fin anticipée du contrat de concession, le port de Djibouti, actionnaire majoritaire à hauteur de 66,66% de DCT, a résilié le 27 juillet dernier le pacte d'actionnaires conclu avec DP World. Ce pacte d'actionnaires cédait de fait tous les pouvoirs à l'actionnaire minoritaire et transformait le majoritaire en simple observateur. Par un communiqué de presse, en date du 5 septembre 2018, DP World a indiqué qu'une juridiction anglaise aurait imposé le respect du pacte d'actionnaires et fait interdiction au port de Djibouti de révoquer les administrateurs de DCT. Cette décision a été obtenue par DP World à l'issue du port de Djibouti sans que ce dernier ait été préalablement averti de l'introduction de cette procédure et sans aucun débat contradictoire n'ait lieu. La communication de DP World ne souligne pas, évidemment, que la décision du tribunal britannique relève d'une simple mesure provisoire qui n'est de ce fait ni définitive ni assortie de l'autorité de la chose jugée. En réalité, la société DCT est aujourd'hui instrumentalisée via le pacte d'actionnaires à la seule fin de servir les intérêts du groupe DP World. DP World n'aura donc plus qu'un seul interlocuteur, l'État djiboutien, avec lequel il devra discuter des conséquences de la résiliation de la concession. Le port de Djibouti, pour sa part, entend faire valoir ses droits au sein de la juridiction compétente et démontrera ainsi que la décision de résiliation du pacte d'actionnaires prise avant la nationalisation de sa participation était légitime et justifiée en droit et en fait. Djibouti entend une fois encore clairement réaffirmer que le terminal à conteneurs de Doralé ne saurait en aucune circonstance revenir sur le contrôle de DP World. Fin de citation. Voilà donc pour ce communiqué. Et je vous le disais en titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé ce matin une cérémonie de don de livres octroyée par la société américaine Spirit of America. L'objectif était de renforcer la capacité matérielle des bibliothèques qui pourra ainsi de suite renforcer la langue anglaise. L'anglais donc est une langue internationale et elle prend de plus en plus son ampleur dans le pays. La cérémonie s'est déroulée dans le collège de Biokate en présence de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, du secrétaire général du MENFOP, Abdallah Mahyoub, du principal du collège, Abdallah Ahmed, et du haut cadre du ministère de l'Éducation nationale. Dans une interview, dans son allocution, l'ambassadeur des États-Unis, Larry André, a indiqué donc l'utilité des langues et leurs objectifs de permettre aux bibliothèques de tous les collèges et lycées de s'équiper des dispositifs nécessaires pour promouvoir la langue anglaise à Djibouti. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a indiqué que ceci s'inscrit également dans la politique lancée en préalable par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui consiste au renforcement matériel de nos bibliothèques et mettant en différents livres de la langue anglaise. Nous l'écoutons. Cérémonie de remise des livres de lecture suivie en langue anglaise
et des étagères pour équiper la bibliothèque s'inscrit donc dans la droite ligne des grands projets transformateurs du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui bien sûr est quelque part l'année 1. Je tiens, monsieur l'ambassadeur, à vous remercier avant tout et avant toute chose pour ce don qui contribue donc directement à l'amélioration des enseignements apprentissages et surtout des conditions d'apprentissage. Je souhaite bien sûr que notre coopération puisse se poursuivre, et notamment pour ce qui est de l'introduction de l'apprentissage de la langue anglaise dans nos curricula à partir de la 3e année. L'année dernière et également cette année, nous sommes en expérimental. Nous expérimentons un certain nombre d'écoles qui incitent bien sûr à utiliser, à apprendre l'anglais à partir de la 3e année. Les élèves qui étaient donc l'année dernière en 3e année, cette année ils sont en 4e année et ils poursuivront donc à peu près ces 2h30 d'apprentissage de la langue anglaise pendant la semaine. Donc c'est à peu près 30 minutes chaque jour. Les élèves, pas tous les élèves, mais dans ces écoles expérimentales, apprennent l'anglais pendant 30 minutes. Donc je voulais vraiment remercier le peuple américain pour justement ce don. Quelque part, vous comprendrez certainement dans les années à venir que vraiment cette cérémonie est pour nous une matérialisation réelle de cette volonté d'introduire l'apprentissage de la langue anglaise dans nos écoles. Comme j'ai dit au début, vraiment ça matérialise notre forte volonté de transformer l'école djiboutienne, et pour cela je vous remercie de nous avoir donné cette occasion. Et bien sûr, je souhaite que cette coopération se poursuive, comme vous l'avez dit dans votre intervention. Il y aura bien sûr un accompagnement de l'ambassade des États-Unis, que ce soit au niveau de renforcement des enseignants dans l'apprentissage de la langue anglaise, mais également pour ce qui est curricula, révision des programmes, accompagnement des conseillers pédagogiques. Et donc nous comptons, Inch'Allah, vraiment que cette coopération se fructifie et prenne l'intention que nous voulons. Parce que, comme je l'ai dit, ce train de la transformation va vite. Éducation, toujours un atelier de formation sur le renforcement des compétences de base des jeunes afin qu'ils puissent trouver du travail ou qu'ils se prennent en charge en créant leur propre entreprise. C'est clôturé jeudi dernier et c'était à l'hôtel Les Acacias. Cet atelier a duré 4 jours, il a été financé par l'USAID. Il fait partie des activités du projet dit employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne, destiné aux enseignants de l'entrepreneuriat des différents lycées techniques de la capitale et des régions. Cette formation a été dispensée par Madame Laura Dignan-Binkley, formatrice et conseillère internationale. Ce programme intégré a fait l'objet d'un travail de fusion de longue haleine effectué depuis presque une année par un des groupes d'enseignants et de conseillers pédagogiques. En complétant les contenus des cours d'entrepreneuriat mis en œuvre dans les établissements, ce nouveau programme contribuera à améliorer les compétences des élèves. En effet, l'objectif principal de cette activité est avant tout de préparer les jeunes issus de l'enseignement technique et de la formation aux défis qui les attendent dans les milieux professionnels. Un milieu de plus en plus exigeant et sélectif. Les contenus du programme seront expérimentés cette année scolaire 2018-2019 dans les classes de seconde. Et c'est porté sur l'entrepreneuriat. Comment enseigner l'entrepreneuriat dans les classes scolaires. Donc la formation a été bénéfique pour nous. On a appris et on a développé de nouvelles approches pédagogiques. C'est l'approche de participatif et il y a une nouvelle manière d'enseigner et on espère l'expérimenter cette année. Espérons que ça va bien se passer, Inch'Allah. Merci. Et de là, je vous emmène en Chine, où la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Énergie, Yonis Ali Guedi, s'est déplacée dans la ville de Soufou, où se situe le quartier général de la société GCL Limited. Le ministre était accompagné du directeur général de l'EDD, Jama Ali Guelleh, du directeur de l'Énergie, Gouled Mohamed Jama, ainsi que des cadres de son département. En premier lieu, la délégation a visité une centrale électrique d'une capacité installée de 360 MW fonctionnant au gaz naturel. Le ministre de l'Énergie a pu observer le procédé de production électrique à l'aide d'un cycle combinant une turbine à gaz et une turbine
une turbine à vapeur. Ensuite, la délégation a pris part à une réunion de travail avec l'équipe de la société chinoise GCL, conduite par son PDG, M. Gonson. Il a notamment été discuté la construction d'une centrale électrique au gaz d'une capacité de 120 MW qui atteindra 1000 MW au terme des différentes phases du projet. Par ailleurs, cette société travaillera à l'élaboration du plan de développement du parc industriel de Damajog, où seront construites une usine GNL, une raffinerie, une usine de méthanol, ainsi qu'une aciérie. Enfin, la réunion s'est soldée par la signature d'un protocole d'entente entre les deux parties pour le développement des énergies renouvelables, notamment solaires et éoliens, en République de Djibouti. Le ministre de l'Énergie a assuré M. Zou de la disponibilité de l'équipe djiboutienne pour mener conjointement et ce, dans les meilleurs délais, ces projets qui revêtent une importance capitale pour le développement du tissu industriel de notre pays. Tout à fait autre chose, en prévision du retour des lieux saints de l'islam, de nos pèlerins, de nombreuses familles se préparent à accueillir en fête et avec ferveur tous les leurs qui ont pu accomplir leurs devoirs religieux. L'équipe de la RTD qui est parvenue en partie à suivre le périple de nos pèlerins et à vous faire vivre et suivre leur pérégrination dans une série de reportages a recueilli quelques impressions. Beaucoup se sont déclarés satisfaits de la qualité des attentions des services et attentions reçues durant leur séjour en Terre Sainte. Les pèlerins ont apprécié ces aides et ont remercié le ministère des Affaires islamiques, de la culture et en particulier le travail de la mission chargée de mener à bien ce Hajj et que dirige le directeur des biens Warf, El-Meno Jama, et le reste des membres de son équipe. Ils se sentent heureux d'avoir pu accomplir le 5e pilier de l'islam et ont demandé au Tout-Puissant de permettre à la nation islamique de retrouver son unité, de lui redonner sa force et de la préserver contre tout malheur. Et de son côté, le chef de mission, M. El-Meno Jama, a par ailleurs exprimé ses condoléances à la famille de feu Haja, donc Hayad Ahmed Hussein et feu Amina Moussa Khayat, toutes deux mortes pendant le Hajj de cette année en Terre Sainte. Il a également souhaité aux pèlerins de Djibouti un Hajj acceptable. Il a exprimé ses remerciements et sa gratitude à tous les membres de la mission pour leurs efforts visant à venir en aide aux pèlerins. Et une page santé, cette fois, l'unité de gestion des projets nationaux financés par le Fonds mondial, l'UGPN, a tenu un atelier d'information sur l'état d'avancement de son plan de renforcement des capacités et de transfert de compétences pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et au cours de cette réunion, le secrétaire général par intérim, le Dr Salah Abdullahi, a indiqué que l'objectif de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la finalisation du plan de transfert de compétences de l'UGPN à travers le partage d'informations relatives aux activités citées. Et lors de sa présentation, le coordinateur de l'UGPN, M. Falah Hussein, a donc énuméré l'historique des actions entreprises pour la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités et de transition, et ce, conformément aux recommandations du Fonds mondial. Voici les explications du coordinateur. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion de restitution sur l'état d'avancement pour le transfert de compétences de l'unité de gestion de projet Fonds mondial. Depuis avril 2018, cette unité a entrepris l'ensemble des activités dans le plan de travail conjoint entre l'unité de gestion de projet Fonds mondial du ministère de la Santé et l'unité de gestion du PNUD, et a finalisé l'ensemble des objectifs à un taux de réussite de 90%. Nous attendons aujourd'hui, à nos jours, l'évaluation finale afin de reprendre en main la nouvelle gestion du portefeuille du financement du projet Fonds mondial. Nous avons confiance sur la capacité et les compétences de l'ensemble des membres de l'unité de gestion de projet du ministère de la Santé pour la gestion et la transparence et le strict respect des procédures du Fonds mondial. En remerciant notre partenaire Fonds mondial et le PNUD pour le travail conjoint, main en main, avec le ministère de la Santé.
Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et à travers le monde avec Samatel Sirid. Bonsoir à vous. Bonsoir Asma, bonsoir à vous. Et on commence donc au Soudan du Sud où un avion s'est écrasé dans un lac faisant au moins 17 morts. Effectivement Asma, c'est un avion commercial en provenance de Djouba, la capitale. Il s'est écrasé aujourd'hui au Sud-Soudan. 17 personnes se trouvaient à bord et ont péri dans l'accident. Les 3 passagers ont survécu, dont un enfant de 6 ans. Les causes du drame restent pour l'instant indéterminées. Un petit avion transportant des passagers depuis l'aéroport international de Djouba vers la ville de Yirol s'est écrasé aujourd'hui au Sud-Soudan, relate l'association Presse. L'aéronef transportait 22 personnes, dont 17 sont morts de suite de l'accident parmi 3 survivants. Les causes de l'accident sont pour l'instant, pour le moment, plutôt inconnues. En 2015, 36 personnes ont été tuées dans le crash d'un Antonov jusqu'après son décollage de Djouba. En 2017, on peut dénombrer plus de 37 personnes sont sorties indemnes d'un avion qui venait de prendre feu après avoir heurté un camion de pompiers sur la piste de Wo. Et en Syrie, les bombardements du régime soutenus par la Russie contre la province d'Idlib, ultime donc bastion, on le rappelle, insurgé dans le nord-ouest de la Syrie, entrepris ce dimanche, après une brève pause, faisant au moins un mort. Effectivement, Asma, rappelons-le, samedi, les avions de chasse russes ont mené des frappes les plus intenses en un mois en vue du lancement d'une vaste opération offensive contre Idlib, attendue depuis des semaines selon l'Observatoire. Aujourd'hui, après une pause de quelques heures, des hélicoptères des forces du régime ont lâché près de 40 barils explosifs sur le village de Ript dans la sud de province. Ces frappes dans un hôpital ont visé plutôt désormais inopérant, alors qu'une autre infrastructure hospitalière près de la localité de Hass, située dans le secteur sud d'Idlib, a déjà été sévèrement endommagée hier par des raids aériens. Depuis jeudi, des centaines de familles ont fui leur localité, comme démontrent ces images, dans le secteur visé d'Idlib, dans la ligne de mire du régime et son allié russe, pour leur proximité avec des zones tenues par des forces loyalistes. Asma. Et la Corée du Nord a organisé une parade militaire sans missiles balistiques pour célébrer les 70 ans du régime. Effectivement, Asma, la Corée du Nord, à l'image de Kim Jong-un, a organisé aujourd'hui dans le centre de Pyongyang un défilé militaire pour célébrer le 70e anniversaire du régime communiste, mais sans montrer des missiles balistiques intercontinentaux. Des milliers de soldats suivis par l'artillerie et par des chars ont défilé à Pyongyang aujourd'hui pour célébrer le 110e anniversaire de la Corée. Mais l'armée n'a pas exposé des missiles balistiques. Trop montrer ses muscles aurait pu mettre en danger les efforts diplomatiques en cours. Après la rencontre en juin, rappelons-le, à Singapour, entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un, lequel tiendra son 3e sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in à Pyongyang mi-septembre. Mais selon le rapport de l'ONU, la Corée du Nord n'a jamais arrêté son programme nucléaire. Et en Suède, quelques 7,5 millions d'électeurs ont commencé à voter aujourd'hui lors de législatives à suspense qui devraient signer la fin de la domination des grands partis au profit de l'extrême droite. Effectivement, Asma, alors que le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven présente ces législatives comme un référendum pour l'État-providence, l'extrême droite n'en a fait qu'un plébiscite contre sa politique migratoire. La Suède, qui compte plus de 18,5% d'habitants nés à l'étranger, a enregistré 160 000 demandes d'asile pour la seule année 2015, la plus forte proportion d'Europe, rapporte au nombre d'habitants, 400 000 au total depuis 2012. En septembre 2015, le Premier ministre Stefan Löfven justifiait l'ouverture au nom d'une Europe qui n'édifie pas des murs. Des mois plus tard, il annonçait un tour de vie migratoire à leur établissement des contrôles aux frontières. Les enquêtes d'opinion créditent de 16 à près de 25% Asma des voix au Parti démocrate du Suède, qui, à l'image du Parti alternatif pour l'Allemagne, dénonce l'immigration comme une menace culturelle et réclame le renvoi de certains milliers de personnes chez eux. Et à mon sport, pour clore cette édition, la finale homme de l'US Open verra ce soir s'affronter l'Argentin Juan Martín del Potro et le Serbe Novak. Et ce sera donc, ça m'attend d'ici 1h, 22h, heure française. Effectivement, Asma, une finale très attendue, inédite. Juan Manuel del Potro et Novak Djokovic se affronteront pour la première fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le Serbe vainqueur de cette année à Wimbledon peut écrire encore un peu l'histoire.
Il remporte ce dimanche à Joker et remportera le 14e tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Il égalera ainsi la légende américaine Peter Sampras, longtemps détenteur du record de victoires du Grand Chelem par Roger Federer et Rafael Nadal. Juan Manuel de Potro n'a pas connu plus tôt au public de Flushing Meadows. Le joueur de 29 ans y a remporté en 2009, rappelons-le, son seul et unique tournoi de Grand Chelem à l'heure actuelle face à Roger Federer, le Suisse. Merci Samata Serid pour ces précisions. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal et passez tous une agréable soirée sur Télé Djibouti.